C'est quand même fou. Bon, hey, je vais juste aller jeter un petit coup d'œil. C'est parce que là, ici, on a du monde qui disent qu'ils n'ont pas de son, puis il y en a du monde qui disent qu'ils ont du son. Donc, ça se peut que le son soit juste muté sur soit votre ordinateur ou sur la conversation directement. Donc vous pouvez aller, tout simplement activer le son de la conversation. Fait que, bon, on a dit le son est correct. Quoi faire? Je n'ai pas de son. Donc, c'est ça, juste d'activer votre son. Sinon, vous pouvez toujours recharger la page. Mais là, s'ils ne m'entendent pas, ça va pas bien. Je peux pas. Je vais le réécrire dans le chat. Attendez un petit peu. Vous pouvez recharger la page. Ça a l'air correct pour quand même pas mal de gens, mais... Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de monde qui dit que le son est OK. Là, donc, si vous pouviez, on va faire appel à la communauté. Si vous pouvez juste leur répondre, vous pouvez leur dire que, dans le fond, de recharger la page, tout simplement. Je pense que ça va être parfait comme ça. Donc, sans plus tarder, on va aller faire un petit tour. Dans le fond, on va commencer. Si vous avez déjà regardé nos lives, vous savez un peu comment on fonctionne. Et pour la fin d'année, on a décidé de se faire deux petits coups de cœur. D'habitude, on avait un coup de cœur depuis notre dernier live qu'on vous présentait. Puis là, on va faire 2 coups de cœur en fait de l'année. Donc, c'est extrêmement difficile de choisir parmi toutes les photos qu'on prend dans une année, d'en choisir seulement 2 pour vous présenter. Mais je pense qu'on a fait un bon petit travail à ce niveau-là. Donc, je vais juste faire un petit truc, m'assurer que tout fonctionne bien. Excellent. Donc, ça devrait bien fonctionner. Donc, on va commencer avec la photographie de Eric. Eric, c'est une photographie donc d'un hibou des marais. Je te laisse aller là-dessus. Oui, absolument. C'est une photo récente. En plus, ça fait peut-être 2 semaines et demie de cette photo-là. J'étais dans la fin là, de mon rush de calendrier, donc je faisais pas vraiment de sortie dehors. Là. Je travaillais vraiment fort pour envoyer tout ça le plus vite possible. Puis je faisais quand même quelques sorties, toujours dans les environs de chez nous, de Captcha. Puis j'ai trouvé un hibou des marais qui était là, à Captcha, à côté de chez moi, en fait, vraiment, vraiment proche, que j'ai eu l'opportunité de photographier, d'observer pendant 1 jour et demi. Il a resté là. C'était capoté parce que on n'a pas énormément de champs là, à Captcha, mais ceux qu'on a, ils sont vraiment beaux. Puis ça, il y avait un beau foin doré avec une genre de forêt assez foncée, une forêt d'épinettes assez foncée au loin. Fait que l'ambiance était vraiment géniale. Puis étonnamment, ce hibou-là, moi, j'en avais pas rencontré beaucoup. J'en avais rencontré un aussi l'année passée dans le coin de Percé. Puis, tu sais, je connaissais un peu le comportement, mais à mon souvenir, c'était vraiment farouche. Puis celui-là était pas farouche. Fait que la seule chose que j'avais à faire, c'est de m'habiller vraiment en camouflage, la tête aux pieds, là, avec le masque et toute la patente. Là, vraiment, là, c'était juste les yeux. Puis je m'effoirais au milieu de ce champ-là. Puis j'attendais. Puis j'avais comme bien noté sa run. Fait que je savais qu'il allait passer là, de gauche à droite, de droite à gauche, d'en avant en arrière, d'en arrière en avant. Fait que ça m'a permis d'avoir cette fameuse photo-là que j'ai appelée voltige. Vraiment, là, il volait, puis il a piqué d'un coup vers le sol, puis il a tombé au sol, puis il n'a rien pris finalement, mais c'était capoté, là, c'était magique. Surtout que j'avais du nouveau matériel. Là, je testais ma 500 pour la première fois. C'est une des premières photos que j'ai prises avec ma nouvelle 500 mm f4, puis je ne suis pas déçu, évidemment. C'est comme un crop. C'est quand même un bon crop. C'est un crop pas loin d'un crop de 100... je dirais 175% crop quand même. Quand même, oui. Le résultat est fantastique. Fait que non, j'étais vraiment content. Nice. Très belle image. Merci. C'est un peu commun quand même. Tu sais, le dessus des ailes là, des hiboux des marais, c'est rare qu'on voit ça. Oui, ouais, effectivement. Très beau. Puis la pose est juste incroyable avec le regard là, qui pointe vraiment vers le bas de l'image. Ça a l'air net, là, tellement net. Ouais, ça très impressionnant. Du beau travail. Puis je pense que c'est tout le monde aussi dans le chat là, qui disent superbe et tout ça. Là, donc c'est super. D'ailleurs, il y avait c'est quoi l'objectif utilisé? On te demande aussi ton boîtier, si tu veux en parler. Ça, c'était avec un D850 1.4 X 500 F4.
Nice. Un 2 millième à f5.6. ISO, je m'en souviens plus, mais 1 2 millième sûr. OK. Très nice. Ta prochaine image, c'est normalement, c'est... Voilà. Je te laisse donc c'est ton garrot. C'est le garrot, oui. Ben, tu sais, c'est une image que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est parmi mes plus belles que j'ai fait en 2020? Belle, je ne sais pas, mais c'est vraiment une image significative pour moi parce que je l'ai pris au mois de mai. Fait en partant, on se croira en hiver. Là. Fait que c'est une photo qui a été prise au mois de mai 2020, en début de en genre de pré-confinement, confinement, là, on ne sait pas trop. Là. Bref, c'est à ce moment-là, les parcs étaient fermés, les réserves étaient fermées. Tu sais, normalement, à ce temps-ci de l'année, je suis plus en montagne, je bouge un peu plus, je bouge pour aller voir la migration des oiseaux. Puis là, le confinement a fait en sorte que je me suis vraiment concentré sur mon petit patelin à moi. Puis j'ai découvert que il y a des beaux oiseaux aussi par chez nous, juste là que j'avais jamais pris la peine de chercher. Fait que j'ai vu des regroupements de garrots d'Islande, des parades nuptiales de garrots d'Islande vraiment extraordinaires. Puis cette photo-là, elle a été prise juste à la marina, juste en bas de chez moi. Je suis parti à pied, puis je suis allé là avec mes salopettes de pêche, je faisais genre moins 15, puis je me suis assis sur une roche de la marina là, avec de l'eau à peu près jusqu'au nombril, puis j'ai attendu, puis lui, il est atterri à peu près à 25 pieds. Je capotais, j'étais pas en position photo, mais je me suis comme descendu graduellement, puis le temps que je me descende, évidemment, ça c'est un classique, là, on pourra tout en parler, l'eau qui rentre par le chest, là, entre la salopette puis le linge, l'eau rentre, là, ça rentre aussi par ici. Puis là, je me suis mis au niveau du sol, puis j'ai pu le photographier. C'était capoté. Là. Je ne m'attendais pas à ça. Premièrement, la neige au mois de mai, un garrot d'Islande également dans ces conditions-là. C'était vraiment extraordinaire. Ouais, tu sais, tantôt, on parlait un peu des conditions un peu fucked up. Le mois de mai, ça a été pas pire. On a eu de la neige puis une canicule dans le même mois ici. C'était assez... Mais c'est très beau. On a du monde, justement, qui dit c'est où ton coin de pays exactement? Captcha, Gaspésie, Québec, Canada. C'est en Haute-Gaspésie, dans le fond. C'est entre Matane et Saint-Anne-des-Monts. Donc, c'est vraiment c'est comme une porte au pied des Chic-Chocs avec la vallée des Captcha là, qui donne un super accès là, au Chic-Chocs par la réserve faunique de Matane. Super bon, c'est ça, il y avait du monde qui avait échangé. Mais une très belle photo, une très belle ambiance. C'est très beau avec la neige. Next, si je me rappelle bien, ça va être JC. C'est donc ta première photo de Beluga. Je te laisse la décrire. Ouais, mais c'est ça, c'est dur, comme tu le disais, de choisir 2 photos pour 2020 au complet. Là. Malgré que c'est moi qui ai lancé l'idée tantôt, puis j'ai presque regretté en cherchant des images parce que ça avait été impossible. Mais après, je me suis dit, bon, il y avait des images clairement plus marquantes que d'autres. Puis là, j'ai pensé au renard rouge sous la lune. Au début, je me suis dit, bon, tu sais, ça, c'était un moment assez unique, je vais mettre ça. Mais je pense qu'on l'avait déjà présenté, puis je l'ai présenté assez souvent. Mais le beluga, je pouvais juste pas passer à côté parce que le moment était assez unique. Puis j'ai vraiment l'étrange sensation, ça se peut que ça réarrive jamais dans ma vie. Là. J'étais sur le bateau l'Amundsen, qui est un bateau de la garde côtière canadienne, qui a des laboratoires de recherche. Puis je prenais des photos pour le contrôle. Enfin, je couvrais un peu tout ce qui se passait sur le bateau, là, les expériences scientifiques, le staff, la garde côtière, vraiment tout. Puis là, on était à une station d'échantillonnage. Fait que pendant 1 heure, les moteurs du bateau étaient arrêtés. Nous, on ne bougeait pas. Et puis, il y a un beluga qui s'est approché du bateau, très curieux de nature. Puis il a passé en dessous du pont là, pendant comme 1 heure en faisant des allers-retours d'un côté à l'autre. Il repopait d'un bord, il ressortait de l'autre. Là, pendant les premières 30 minutes, j'étais comme tout seul un peu sur le pont. Puis moi, je voulais pas m'en aller parce que je savais pas combien de temps il allait rester, mais je trouvais ça plate pour les autres qui étaient en train de manquer tout ça. Fait que là, j'ai pris une série de photos. Puis finalement, le capitaine, il l'a annoncé sur le bateau au complet. Fait que là, tout le monde est venu sur le pont, puis on a tous pu en profiter. Mais c'est ça, cette photo-là, c'est juste avant qu'il atteigne la surface de l'eau pour expulser l'air, avant de réentrer dans l'eau. Puis il y a beaucoup de gens qui ont pensé au premier coup d'œil que c'était une photo sous-marine. Puis moi, je répondais justement que je pense qu'avoir été sous l'eau, j'aurais eu une moins bonne photo que si j'avais été où j'étais sur le bateau. Parce que j'avais vraiment une vue en plongée vers le bas à 90 degrés. Puis ça me permettait de voir au travers de la colonne d'eau, là, comme si j'étais en position sous-marine, mais j'étais vraiment sur le bateau. Bref, en mon sens, c'est vraiment le moment fort de l'année 2020 pour vrai. Puis je pense que, en tout cas, j'aimerais revivre, mais j'ai pas l'impression. Nice, très beau. Ouais.
Ben, tu sais, je t'en avais déjà parlé en privé, là, mais je capote vraiment sur cette photo-là. C'est très, très, très beau. Je vais juste glisser avant de passer à ta prochaine photographie. Juste, on en a qui dit, ben, on en a une ou deux personnes là, qui nous disent qu'ils voient toujours la même image. Là. Des fois, c'est juste de faire un refresh là, sur la page. Là. Je pense que ça a l'air d'être un problème isolé parce que tous les autres commentaires concernent ta photo. Mais si jamais vous voyez que ça bug ou peu importe, juste faire un petit refresh de la page ou quelque chose du genre. Là, puis ça devrait se régler. Donc, on va passer à ta deuxième photographie. Donc, c'est la photographie avec l'étoile de mer. Je te laisse commenter. L'étoile de mer, oui. C'est une photo qui a demandé comme un peu plus de travail que les autres. C'est pour ça que je l'ai sélectionnée, non seulement parce que les couleurs sont intéressantes puis le sujet est beau. Là. Tout le monde aime ça, les étoiles de mer, moi inclus. Je trouve ça magnifique. Mais c'est aussi que l'endroit où je suis allé, c'est à l'îlet Canuel, à Rimouski. Puis de la maison chez moi, il faut que je fasse une petite sortie de paddleboard de comme 1,6 km, je pense, si je ne me trompe pas. Puis ça m'apporte à l'extrémité ouest de l'îlet. Cet endroit-là est vraiment, vraiment riche pour la faune sous-marine. C'est sûr que ce n'est pas les méchants, ce n'est pas les escoumins, mais pour le coin, c'est vraiment très, très bon. Et puis, on retrouve à cette place-là une faible profondeur à marée basse qui me permet d'avoir des sujets comme l'étoile de mer juste en dessous de l'eau. Et puis, ça fait en sorte que je suis capable d'aller chercher les couleurs naturelles des sujets avec un peu d'éclairage, sans avoir une colonne d'eau qui est trop turbide ou trop avoir de flash ou quoi que ce soit. Fait garder ça un peu plus naturel. Et puis, j'ai tout traîné mon équipement sur mon paddleboard pour me rendre à l'endroit. Et puis, j'ai attendu le coucher du soleil. Là, il y avait un peu de mouche, quasiment comme au Témiscouata quand on est allé, Eric. Ah là là. Puis, ça me tournait autour de la tête, mais ça valait tellement la peine dans le sens où les couleurs étaient superbes. Ça s'agençait presque avec l'étoile de mer. Et puis, ça m'a pris comme 2-3 petites sorties là, à cet endroit-là pour pouvoir réussir le cliché. Puis, j'ai eu beaucoup de questions d'un point de vue technique aussi par rapport à la photo parce que la luminosité est bonne au-dessus et en dessous de l'eau. Puis, j'ai un éclairage, en fait, pour aller dans l'eau qui me permet de mettre 8000 lumens de lumière sur tout ce qui se passe sous la surface. Fait que c'est quand même un bon éclairage. Là. Puis, sans ça, ça aurait été probablement impossible de faire la photo. Donc, c'est pas un composite, mais il y a quand même de l'éclairage artificiel qui me permet d'aller chercher les couleurs de l'étoile de mer puis de l'oursin. Puis, je l'aimais juste parce que j'adore être sous l'eau. Puis, je trouve que d'avoir les deux composantes, air et eau, ça ajoute un petit effet qui était intéressant. Fait pour 2020, c'était une de mes photos coup de cœur. Vraiment c'est une très belle photo. Ouais. Exceptionnel. Magnifique. Merci. Si on passe à la prochaine, j'imagine que c'est à mon tour. Normalement, par élimination. Comme vous disiez, c'est vraiment difficile d'en choisir. Là. Après, en tout cas pour moi, ça a été une année où j'ai vraiment fait de magnifiques rencontres avec la faune. Puis, mais les deux images en fait que je présente, c'est surtout des images qui sont, je pense qu'ils sont belles esthétiquement, mais c'est surtout au niveau du moment aussi, de l'émotion que j'ai vécu sur place. Ici, dans le fond, c'était deux renardeaux en fait que j'ai photographiés au printemps. J'avais trouvé une tanière en fait que j'ai pas pu photographier bien longtemps parce qu'en fait il m'est arrivé un peu une bad luck le lendemain en fait de cette photo-là. J'étais en train de prendre des photos puis il y a deux chiens qui sont arrivés à la course sans laisse puis sont mis à japper puis en fait ça a fait paniquer les adultes renards puis après ça ils ont commencé à transporter de la nourriture puis je les ai jamais revus. Donc ça a comme été un peu justement une rencontre un peu de courte durée avec eux autres. Puis c'était vraiment comme dans les premières images que j'ai faites en sortant un peu après, pendant le confinement. Donc ça a vraiment été comme si on veut, les retrouvailles, si on veut, avec la faune sauvage. Là. Puis ça m'a vraiment, sur le coup, ça m'a vraiment ému de pouvoir enfin si on veut me retrouver en nature puis d'aller reprendre de la photographie avec des animaux. Puis en plus, là, j'avais une scène complètement hallucinante avec ces deux bébés renards-là. En fait, donc il y avait un terrier en plein milieu d'un champ. Il y avait
3 terriers que cette famille-là occupait, puis il y avait celui-là, puis il y avait une forêt, une petite pente de forêt derrière aussi qui donne l'arrière-plan foncé. Et donc, la scène était juste complètement hallucinante. Fait que je me suis installé, je connaissais le spot, puis je me suis installé, je me suis couché par terre, puis j'ai juste attendu qu'il sorte du terrier. Il était super à l'aise avec ma présence. Là. D'ailleurs, on voit à gauche du renard, là, il y a un petit mulot avec lequel il jouait. Là. Il le lançait dans les airs, puis il se battait pour l'avoir. Puis à un moment donné, je me suis reviré, puis l'adulte, en fait, il y avait 2 adultes. Ben, il y avait la mère la mère et le père. Puis la mère, elle me tolérait un petit peu moins bien, mais le père, lui, il n'avait aucun problème. Puis il était comme à 15 pieds en arrière de moi, couché à côté de moi. Là. C'était un moment vraiment malade. Puis c'est ça. Puis, ils m'ont donné un show littéralement. Là. Pendant 1 heure, ils ont joué à l'extérieur du trou. Fait que c'était complètement hallucinant. Wow. Vraiment, vraiment sharp. Thanks. Fait que c'est ça pour ma première photo. Puis la deuxième, une photo que j'ai faite en Gaspésie cet automne, pendant qu'il y avait encore de la neige, justement. Ça a vraiment été, avant que ça refonde tout, ça a vraiment été une rencontre vraiment de fou. J'étais avec mon ami Philippe, puis on a vu au loin, 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 dans le fond, un de ces 2 gros bocs-là, puis un jeune aussi qui était avec. Et on les a vraiment spotés loin aux jumelles. Fait qu'on s'approche. Fait que finalement, on les a trouvés couchés, les 2. En fait, il y avait les 2 gros ensemble. Le jeune, lui, on ne l'a jamais revu. Et puis après ça, il y avait le dominé puis le dominant qui arrêtait pas le dominant n'arrêtait pas de venir chercher le plus jeune. Puis c'est fou. J'ai jamais vu un mâle calé comme ça. Là. On aurait dit une femelle. C'était vraiment un long cri plaintif. C'est le genre de truc que tu entends d'une femelle, mais tu penses pas voir d'un mâle. Là. Fait que c'était super impressionnant. Puis en fait, c'était pas des vrais bagarres, là. C'était pas super violent, mais ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Puis à la fin, dans le fond, on a passé la journée au complet avec eux autres. Puis à la fin de la journée, il y avait comme 3 ou 4 femelles de plus. Il y avait un veau, 1 ou 2 veaux. Ça avait comme attiré l'attention autour. Là. Mais c'était super intéressant. Maintenant, on a entendu caler. Le dominant, il est parti, il est allé chercher. C'est une jeune femelle, là, mais ça a vraiment été un moment de fou. Puis ça, ici, j'ai pris cette photo-là à 105 mm. Ça donne une idée un peu à quel point. Parce qu'en fait, là, il se battait. Puis là, il se poussait. Puis là, maintenant, il était vraiment rendu très, très proche. Là, fait que c'était. J'ai drôle, maintenant, je me suis caché, là, mais genre en arrière d'un mini sapin. Là. Puis là, après ça, j'étais, voyons, ça sert à rien. Là, si je me fais ramasser, je vais me faire ramasser pareil. Là, fait que ça a vraiment été un moment assez fou là, de cet automne. Là. Fait que c'est ça. Des expériences, c'est surtout l'expérience. Puis après ça, la photo aussi est assez hot, là, mais c'est vraiment l'expérience et le feeling sur place là, qui était très intense. Vraiment cool. 5 mm surtout, là. Ouais, c'est ça. C'était assez fou là, avec le. Ouais, non, c'était un truc de fou. Fait que ça fait le tour pour nos coups de cœur. On va revenir en ondes, mettre nos grosses faces à tout le monde. Voilà. Donc, normalement, ça devrait marcher. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil là, sur. Voilà, super. Donc, ça marche. Cool. Donc, pour la suite, en fait, on a fait un petit brainstorm de sujets qu'on va vous parler. Puis d'ailleurs, il y a quelques questions aussi qu'on a reçues, puis que j'ai vu passer dans le chat aussi, là, qui sont reliées un peu au sujet qu'on va voir. Là. Donc, je pense que ça va venir, ça devrait vous plaire. Donc, premier sujet qu'on va regarder aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de ce qui nous inspirait dans la nature, pas nécessairement la photographie de nature, mais vraiment dans la nature. Tu sais, oui, on est là on veut capter des images, on veut capter des séquences vidéo, tout ça. Mais avant tout, je pense qu'on est des amoureux de la nature. Fait que je voulais vous entendre sur c'est ça, sur comment vous voyez la nature, qu'est-ce qui vous inspire dans la nature, puis qu'est-ce qui vous inspire justement à travailler en photo nature. Peut-être JC, si tu veux commencer. Oui, il y a beaucoup de choses, assurément, là, comme vous deux, certainement. Puis
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est probablement l'eau parce que j'y passe beaucoup de temps, puis j'adore ça. Puis la première chose qui me vient en tête, encore une fois, c'est que quand je suis en dessous de l'eau, j'entends rien, ou presque. J'entends juste ce qui se passe en dessous de l'eau, rien d'autre du tout, du tout. Puis c'est apaisant. Fait que ma première source d'inspiration, c'est vraiment d'aller me ressourcer, je dirais, en nature, que ce soit dans l'eau ou en forêt, en montagne, peu importe où. Puis de réaliser à quel point on est bien quand on est dehors. Ça, c'est numéro un. Là. Je veux dire, il y a personne qui ne peut pas dire que c'est pas calme quand on est dehors. La deuxième chose, c'est que c'est tellement beau partout dans notre coin au Québec, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, partout aux endroits où je suis allé ou même ailleurs du Québec, en fait. Il y a tellement de choses à voir, que ce soit des plantes, la faune, des petits éléments auxquels on ne penserait même pas. Puis on est entouré de cette beauté-là, puis on est quand même chanceux de la voir. Fait que j'essaie d'en profiter le plus possible. Puis en lien avec la photographie, mais après de le partager avec les autres qui n'ont pas nécessairement l'occasion d'y aller, je trouve ça super important aussi. Puis ultimement, mais ça donne le goût à tout le monde de la conserver puis de la protéger. Fait que c'est comme une triple mission, mais ce qui est vraiment inspirant dans les dehors, c'est ça, c'est le côté apaisant, le côté ressourçant, puis le côté ici beau de tout ce qu'on retrouve dans notre coin, là, vraiment. Puis spécialement dans Saint-Laurent, moi, j'ai commencé à faire de la photo sous-marine, en fait, parce que je trouvais qu'il y avait peu de gens qui en profitaient. Maintenant, il y en a beaucoup plus, là, honnêtement, puis il y a plein de gens qui font de la super photo sous-marine, mais ça reste un milieu qui est un peu méconnu pour beaucoup de gens, puis je comprends, c'est pas forcément accessible, mais c'est tellement unique ce qu'on a ici dans l'estuaire ou dans le golfe que je trouve ça inspirant de pouvoir aller le mettre en valeur puis de le partager avec les autres. Puis c'est vraiment une grande source d'inspiration. Nice. Et toi, Eric? Ben écoute, tu sais, je trouve qu'on est tellement dirigé là, présentement par des heures fixes, par des heures d'ouverture, des heures de fermeture, par un début de chiffre, une pause, un dîner, une pause, puis une fin de chiffre. Puis, tu sais, tout est timé, tout est planifié, tout est organisé. Puis je trouve que ben, dans la nature, tu sais, il y a pas ces limitations-là. Tu sais, c'est comme vraiment, vraiment sauvage. Puis on apprend, on est finalement à notre vraie place, je trouve, en contrôle de pas grand-chose, au gré des éléments. Puis moi, je trouve ça inspirant de passer du temps comme ça dehors à vivre selon une réalité qui n'est pas la mienne ou qui n'est pas celle que j'ai décidé. Je monte en montagne, ben, c'est comme ça que c'est. Là, que je vois rien, que je vois quelque chose, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il grêle, que ça soit glacé, qu'il y ait des animaux, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des traces, qu'il n'y en ait pas. Je ne contrôle rien de ça. Puis je trouve que d'être dans la nature, ça nous ramène un peu à notre vraie place, je trouve. Puis, tu sais, on apprend à être plus attentif à notre entourage, aux détails, aux petites choses. Tu sais, si on voulait marcher 1 kilomètre en 11 jours, on pourrait. Si on veut marcher 1 kilomètre en 10 minutes, on pourrait aussi. C'est infini, tu sais. Fait que c'est ça qui m'inspire vraiment de cette nature-là. Ça nous remet, ça nous conscientise, ça nous remet à notre petite place à laquelle on devrait tous se sentir, je pense. Je vous rejoins les deux là-dessus, là, mais j'ai peut-être l'impression qu'on est tellement rendu, mettons, quand on habite en ville, on est tellement rendu comme déconnecté, si on veut, de la nature. On dirait que la nature, on essaie tout le temps de la mater, de la contrôler, de faire en sorte qu'elle prenne le moins de place possible dans les villes, puis dans les. Fait il y a beaucoup de monde qui ont jamais été puis qui seront probablement jamais aussi en contact avec cette nature-là. Là. Ça, c'est assez sidérant. Là. Ouais. Mais je vous rejoins un peu justement sur vos commentaires. Là. C'est de se sentir petit face à quelque chose. Je pense que c'est ça qui est. De ne pas avoir le contrôle sur rien, de pas. Je veux dire, quand tu arrives sur le sommet d'une montagne pour la première fois, le feeling que tu as, ou quand tu montes dans une. Moi, ma première rencontre avec un caribou, là, ça a été sur le sommet du Mont-Jacques-Cartier en Gaspésie. Puis quand je montais, il faisait soleil en bas. Puis quand je suis arrivé en haut, il pleuvait à Sio, il y avait de la brume, puis il faisait 4 degrés avec des vents de 50 km/h. C'était capoté, mais je voyais juste les ombres
des caribous qui passaient dans la brume. Là. Tu sais, je pense que c'est ce sentiment-là d'être. Je sais pas, là, il y a un petit. Le fait d'être petit. Ouais. Je sais pas, là, d'être impuissant, d'être à la merci de la nature, des phénomènes climatiques et tout ça. Là. Je pense que c'est ça Ouais. qui est. Ouais. Cette philosophie-là, moi, je l'appelle toujours. C'est un principe auquel je tiens beaucoup. C'est la différence entre être un acteur et être un témoin dans la nature. Puis, comme l'expérience que tu viens de parler, tu as été témoin d'une scène où est-ce que tu étais là, en arrière, en spectateur, tu as regardé ça, tu as vécu une expérience fantastique. Tu n'as pas été t'as pas été acteur de la scène à bêter les caribous, à faire peur aux caribous, à droner les caribous, à couper la bouffe des caribous, etc. Tu as vraiment juste enjoy ce qui t'a été donné comme cadeau là, de la nature. Exact. Alors, c'est. Mais c'est ça. Je pense. Moi, quand j'étais jeune, c'est drôle parce que c'est quand à Noël qu'il y a eu le gros brouillard ici à Québec. Là, puis moi, quand j'étais jeune, j'adorais ça, aller me promener justement dans le brouillard, dans les tempêtes de neige. Là, justement, ce feeling-là est assez. En tout cas, bref, ça me faisait penser un peu à ça. Ensuite, deuxième sujet qu'on pensait, puis je pense qu'on avait eu une petite question là, par rapport à ça. Notre évolution depuis nos débuts en fait en photographie jusqu'à présentement, donc un peu notre parcours, de quoi on est parti. On peut peut-être, sans nécessairement parler, on peut glisser un petit mot sur le matériel aussi, peut-être qu'on utilisait à l'époque, là, mais vraiment plus parler de notre expérience de photographe. Puis là, en plus, les trois, on est à temps plein dans la photographie. Donc, peut-être Eric, si tu veux commencer là-dessus. Oui, bien, ça fait, comme vous le savez ou pas, ça fait pas longtemps là, que je fais que je fais de la photo. J'ai natif de Montréal, je suis déménagé ici en Gaspésie le 1er juin 2016. J'avais jamais touché à l'appareil photo. Je savais pas c'était quoi un DSLR. Je m'en souviens quand j'ai acheté mon premier appareil au Best Buy en spécial à 300 $. Puis, ouais, depuis ce temps-là, j'ai pris des photos comme pour montrer à ma famille de quoi ça avait l'air ici, la Gaspésie. Puis là, c'est devenu une passion, un amour pour la nature. Puis, ça a tellement grandi vite, là, mon affaire. Là, c'est capoté. Là. Je connaissais rien en photo, puis je me suis éduqué avec YouTube, grâce à des gens comme toi, Jay, qui ont un channel YouTube qui explique clairement comment ça fonctionne. Je regardais ton channel, puis c'est en plein le genre de matériel éducatif avec lequel j'ai réussi à percer là-dedans, puis à développer mon style à moi, puis à avancer. Puis en 2018, je me souviens, c'est une Madeleine quelque chose. Je ne me souviens pas de son nom, mais je reçois un courriel. Je dis, Eric, ce serait-tu possible d'avoir un calendrier avec tes photos? Là, je fais, oui, c'est vrai, je pourrais faire des calendriers, tu sais. Puis 2 ans plus tard, j'en ai fait mon outil de vie, carrément. Et j'ai vraiment focusé sur essayer de faire ma vie avec c'est ça, prendre des photos à l'année, faire un calendrier, vendre le calendrier, puis vivre sur ces sous-là de la manière que je peux pour le restant de l'année. Puis ça fonctionne. 4 ans et demi plus tard, c'est ça, je suis rendu là. C'est assez fou. Il y a encore bien des questions dans ma tête que j'ai aucune réponse. Là. Ça va tellement vite, mais non, j'en suis vraiment reconnaissant. Puis je suis privilégié là, de pouvoir faire ça, je pense. On est tous privilégiés de faire ça. Oui, effectivement. Et toi, je sais? Similaire à ma façon, j'imagine. J'ai commencé sérieusement, il y a 5 ans, mais je me souviens avoir acheté ma première GoPro, ça doit faire 10 ans. Là, parce que je mettais ça au bout de ma planche de surf, je prenais des vagues, puis je prenais des vidéos en même temps. Puis ultimement, c'est devenu un appareil photo. C'était comme la GoPro 1 ou 2, ils sont rendus à 10. Ça fait quand même un bout. C'est ça, je prenais des photos de vagues, c'était pas beau, mais j'aimais ça. Puis après ça, quand je suis revenu des États-Unis, parce que je passais mes étés aux États-Unis à justement faire du surf entre mes sessions d'école, puis je prenais des images déjà, je m'en souviens dans ce temps-là. Je me suis acheté après un petit Pentax W80 qui est étanche, là, un petit point and shoot vraiment efficace en fait. J'ai adoré cet appareil photo-là. Puis quand je suis revenu, puis j'ai commencé à étudier la bio, là, je me suis acheté un vrai bon wetsuit pour aller dans le Saint-Laurent. J'ai commencé à faire des photos sous l'eau un peu ici.
Pas encore plus belles, mais c'est des photos quand même. Puis ça me permettait de découvrir un peu le Saint-Laurent. Puis là, à un certain point, ça commençait à se concrétiser un peu plus. Je commençais à vendre des petits imprimés, puis à prendre quelques contrats par-ci, par-là. Je me suis acheté un Canon DSLR entrée de gamme qui m'a permis de progresser d'un point de vue technique. Et puis, de fil en aiguille, mais là, j'en suis où j'en suis présentement, que j'ai eu ma photo depuis 1 an et demi. Et puis, c'est ça, via la boutique en ligne, entre autres, le développement de produits, les contrats commerciaux, plein de choses qui me permettent de poursuivre un peu la mission qu'on a tous les trois, je pense, de mettre en valeur le patrimoine naturel qu'on a au Québec partout, là, dans nos régions respectives. Et puis, voilà, ça fait 5 ans, là, je dirais, de photographie plus sérieuse, puis une dizaine à manipuler des boîtiers d'une quelconque façon. Nice. De mon côté, dans le fond, j'ai commencé la photo un peu sur le side. En fait, je travaillais comme technicien en audiovisuel, en vidéo et tout ça. Puis j'ai commencé justement à faire de la photo un peu comme tout le monde, là, comme pour ramener des souvenirs, pour le plaisir. Puis en fait, j'ai commencé à faire des petits contrats justement sur des événements sur lesquels on travaillait, en fait, sur lesquels je travaillais. La compagnie pour qui je travaillais faisait des événements un peu de toutes sortes. Puis je commençais à leur faire des photos. En même temps, je prenais de l'expérience, je faisais un peu de sous avec ça. Puis dans le fond, en 2013, fin 2013, en fait, j'ai quitté mon emploi pour me lancer en photographie. J'ai eu la chance de pouvoir faire un AFNAF là, au début parce que c'est beaucoup un milieu de travailleurs autonomes. Donc, j'ai commencé à pouvoir faire de la photo comme à 50% puis 50% de la technique. Puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même tough là, quand on veut travailler comme photographe professionnel. Là, de commencer de rien, tu n'as pas de réseau de contact, il faut que tu achètes. Même pour commencer, je veux dire, tu vas avoir une qualité d'image sensiblement correcte, ça te prend quand même un peu de matos. Il faut que tu achètes une coupe de 1000$, un site web, Fait que, les premières gigs que tu fais, tu ne fais pas tant d'argent. Faut que tu gagnes l'expérience, tu te montes un portfolio. Fait que c'est quand même tough pour quelqu'un qui veut commencer de zéro en photographie. Fait que j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire les deux. Puis pouvoir justement gagner un salaire en même temps que je faisais de la photographie. Puis après ça, je ne sais pas trop quand, là, la ligne est floue un peu, mais je suis tombé vraiment à temps plein dans la photo. C'est surtout en fait les ateliers que je donne là, qui me font beaucoup vivre, les prints aussi et tout ça, les contrats avec du corporatif, mais dans la photo de nature, mais surtout les ateliers. Puis beaucoup de touristes de l'étranger, donc disons que cette année, c'est un peu plus difficile de ce côté-là. Là. Mais c'est ça. Fait que, mais tu sais, ça a parti d'une passion justement pour la photographie, une passion de la nature, mais j'ai commencé dans le milieu de l'événementiel. Puis tranquillement, là, j'ai comme délesté ça pour aller vraiment vers la photo nature à temps plein. Là, parce que, tu sais, c'est le fun de faire des événements puis tout ça, mais il y a quand même une bonne dose de stress. Là, aller photographier un mariage, si tu rates ta shot, c'est pas. Tu peux pas te reprendre avec un baiser ou avec, avec un truc du genre. Là. Quand tu es sur un shoot, puis tu t'en vas photographier, je sais pas, là, des shots corpaux, mettons sur le bord d'un feu pour faire des pubs et tout ça, c'est quand même moins stressant, disons. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui m'a amené où je suis présentement. C'est vraiment cool. Yeah. Troisième sujet, puis on a eu beaucoup de questions, même par rapport dans le chat, là, on parlait entre autres là, des photographies quand il faisait froid. C'est l'hiver. Fait que, on pensait bon de vous parler un peu justement de comment qu'est-ce que l'hiver signifiait pour nous, comment on photographiait l'hiver, peut-être des petits trucs là, pour à vous donner sur l'hiver. Peut-être JC, si tu veux commencer là-dessus. On peut peut-être faire un petit tour de table pour d'abord voir qu'est-ce que l'hiver évoque pour vous, comment vous trouvez ça intéressant. Qu'est-ce que. Ouais. Ouais. Je peux commencer là-dessus. Je vais aller faire mon tour sur le chat pour éliminer les commentaires de prédicateurs de l'avenir. Oh non! Oui, l'hiver, au début, pour moi, c'est un défi parce que l'eau n'est pas accessible, premièrement. À prendre en photo, clairement. Là, je veux dire, j'ai trouvé les animaux, puis après ça, j'ai découvert un côté de moi qui appréciait l'hiver plus que j'imaginais.
dans toute sa splendeur. Puis, la première chose, c'est que c'est un défi pour l'équipement dans le sens où, même si l'équipement est de plus en plus avancé, je veux dire, les batteries ont une certaine tolérance au froid. Ouais. Nous, on a une certaine tolérance au froid aussi, Ouais. les lentilles, la neige. Fait qu'il y a quand même 2-3 petites choses à prendre en considération. Puis, les batteries, première chose, c'est qu'il faut toujours en garder au chaud, là. Moi, j'entraîne tout le temps 2 dans mon manteau, en duvet, le plus près possible de mon corps, puis ça m'assure que j'ai tout le temps un backup constamment. Puis c'est un truc classique, je pense, là, qui nous permet de jamais s'épuiser d'un point de vue batterie. Là. Et après ça, il y a plein d'autres choses. Là. Je pense qu'on faisait un tour de table, je ne veux pas trop m'avancer, là, mais je vais laisser Eric aller pour le reste. L'hiver, c'est surtout la lecture de terrain pour moi parce que je trouve que c'est la meilleure saison pour lire les traces, la présence de différents animaux à différents endroits, la fréquence, les déplacements, l'analyse de terrain. Fait que moi, l'hiver, c'est vraiment, en termes de recherche phonique, là, c'est assez majeur. Là. Je suis quasiment toujours dehors l'hiver à chercher. Je suis pas, je m'en vais pas dans un point très, très précis, du moins très rarement. Souvent, là, je lis là, tout ce qui m'entoure, puis je reviens. Le truc, c'est de revenir à la même place, à la même endroit, à la même heure, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Comme ça, on est capable d'établir un certain pattern pour tel animal ou tel animal. Comme par exemple les renards. Les renards, évidemment, la meilleure manière d'observer des renardeaux le printemps, c'est de lire les traces des renards adultes l'hiver, de ensuite découvrir de la terre noire sur de la neige blanche, qui est un signe pas mal évident qu'il y a un renard qui est en train de se creuser un terrier là. Fait que du moment qu'il y a ça, après ça, on peut se mettre une caméra d'affût, on peut se mettre, on peut tout de suite visualiser là, qu'est-ce qu'on va faire le printemps pour ça. Fait que, en premier lieu, je dirais que l'hiver, au-delà du froid là, qu'on peut parler plus tantôt là, au niveau du matériel, mais c'est vraiment la lecture de traces dans mon cas. Ouais. Nice. Je suis bien d'accord. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les traces, c'est que quand tu croises des traces, tu n'as pas rencontré l'animal, mais tu as quand même l'impression de l'avoir rencontré. Tu sais qu'il est passé là, tu peux voir qu'est-ce qu'il a fait, tu peux. Puis en fait, c'est même peut-être plus que quand tu le rencontres, tu t'imagines un peu, tu te fais des scénarios, tu vois, OK, il a passé là, il était là, il y avait peut-être ça, de quoi il avait l'air, c'est-tu un mâle, c'est une femelle, tu sais. Ça peut être quand même assez intéressant, tu sais, ça fait travailler l'imagination un peu, puis comme tu dis, tu sais, en plus, tu sais, ça m'est arrivé au début du mois de décembre, quand je suis allé là. Au début du mois de décembre, puis justement, tu sais, les traces, j'étais avec mon ami Philippe, on avait trouvé une trace d'orignal. Puis là, c'est weird, on suivait la trace, puis plus on avançait, plus la trace avait l'air vieille. C'est un peu weird, là, parce que normalement, ce serait l'inverse. Puis on se disait tout le temps, au bout de la butte, au bout de la butte. Puis là, finalement, on est tombé sur un boc orignal qui avait perdu un de ses bois. Mais tu sais, ça permet quand même, c'est plus facile quand même de pouvoir repérer la faune. Ouais. Cette même scène-là en automne, tu sais pas que l'orignal a passé là, à moins qu'il ait fait un caca. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir ça. Puis en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, je sais pas, peut-être vous trouvez ça aussi, mais l'hiver avec la neige aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nettoie beaucoup. Tu sais, mettons, t'as une forêt, là, mettons, tu sais, avec plein de branches, plein, tu sais, le sol est. Puis là, pouf, tu rajoutes 1 mètre de neige là-dessus, là, c'est blanc, immaculé. Tu sais, là, t'as plus de. Tu sais, ça enlève plein d'éléments qui sont pas super beaux, là, mettons, dans des champs, tu vas faire un coyote, d'habitude, mettons, t'as des, je sais pas, des trucs de maïs coupés, puis là, là, tout est rendu blanc, c'est magique, ça vient nettoyer. Puis en plus, quand tu peux en avoir dans les arbres, tout ça, c'est juste, c'est incroyable, là, je trouve que ça change tellement l'ambiance d'une photographie. Là. Ah oui, mais ça. C'est un sujet... Comment t'as dit, JC? J'ai dit ça aide pour la lumière beaucoup aussi, là, tout ça. La lumière d'hiver, je trouve qu'elle est photographiable de A à Z, plus souvent qu'autrement. Contrairement, mettons, au mois de juillet, tu vas avoir 2 heures mettons, 3 heures de lumière photographiable sur une journée de 16 heures ensoleillée, là, genre. Là. C'est ça. Ça fait un beau réflecteur aussi. Là, les ombres sont moins tough.
Ouais, non, c'est une belle saison. Puis justement, en parlant d'équipement, protection, batterie, là, je sais, tu as commencé un peu là-dessus, là, Eric. Je ne sais pas Ouais. si tu voulais peut-être compléter là-dessus. Là. Comment tu fais sauter Batterie, l'hiver? batterie, même chose que JC, vraiment. Là, même que je dirais que quand je choisis quel manteau, quand je veux choisir le vêtement que je vais utiliser, une poche à l'intérieur ici, là, c'est quasiment un must. Là, c'est proche du corps, c'est là que les batteries restent au chaud. Sinon, quand il fait vraiment, vraiment froid, le boîtier, le bouton de focus dans le viseur a souvent tendance à geler ou à bouger super lentement. Fait que quand il fait vraiment froid, là, moins 30 passé, je me mets 2 hot pads de chaque bord de mon boîtier avec un élastique. Fait que surtout, celui sur le côté batterie est vraiment important. Puis après ça, soit que j'en mets un directement sur mon écran, parce que des fois, l'écran gèle. Fait que souvent, soit que je le mets là. Puis en plus de ça, tu sais, on l'a tout fait, là. Il fait frais, on prend une photo, le boîtier touche à peine au bout du nez, tao! Le bout du nez, là, ça c'est classique. Fait que quand je mets le hotpad sur mon écran, en arrière, bien, ça permet aussi d'accoter le nez là-dessus. Fait qu'en plus, je me brûle pas, mais c'est même plaisant. Fait que c'est mes deux petits trucs là, pour les appareils gelés. Là. Mais sinon, là, pour vrai, ça résiste vraiment bien. Là. Tu peux laisser ta caméra là, puis froster, puis ça clique, ça focus, c'est fantastique. Ouais, c'est drôle hein, parce que sur les specs des boîtiers des objectifs, c'est marqué l'utilisation entre genre 0 et 40 degrés. Là. C'est pas supposé aller en dessous de 0, là, mais on s'entend que ça le fait très bien. Moi, si je pouvais ajouter un petit quelque chose aussi à propos des batteries, d'utiliser des batteries d'origine. Les batteries chipettes là, qu'on trouve à 20-30$, c'est niaiseux, mais ça garde beaucoup moins la charge. Là, genre moins que la moitié. Puis tu sais, ça le fait moins, ça garde moins la charge en temps normal. L'hiver, c'est décuplé. Là. Fait que d'avoir des batteries originales puis des batteries récentes, là, des batteries que ça fait 5-6 ans qu'on utilise. Là. Moi, j'ai déjà eu une cliente quand on était à Bay James, puis elle a fait charger sa batterie, elle met ça dans le boîtier, puis après 5-10 minutes, pouf, 30%. Fait que, c'est un boîtier qui est un peu plus vieux, des batteries de moins bonne génération. Puis, tu sais, comme avec Nikon, par exemple, il y a une série de batteries qui sont très compatibles entre elles. Je ne l'ai jamais testé, mais tu sais, mettons comme là, je filme avec mon D810, mais il y a des nouvelles batteries qui sont les EN-EL15C. Puis là, à l'origine, c'était pas les C. Fait que peut-être d'aller chercher des batteries plus récentes qui tiennent probablement mieux la charge puis qui en tiennent plus pour mettre dans un boîtier qui est un peu plus vieux. Là, je pense que ça peut peut-être être intéressant. Ça risque de bien fonctionner aussi. On a beaucoup de questions aussi là, pour lorsqu'on reste, on rentre les appareils à l'intérieur par la suite. Ce qui est super important, dans le fond, c'est de laisser tempérer l'appareil. Donc, il faut que l'appareil se réchauffe, non pas par le contact de l'air. Donc, si, mettons, on sort l'appareil, en fait, c'est que l'appareil est plus froid que l'air ambiant. Puis, en fait, donc, l'humidité dans l'air va venir se condenser sur l'appareil. Puis là, ça va rentrer partout. Là, ça condense à l'intérieur. Puis c'est là que ça peut être dangereux de faire créer de la buée dans les objectifs ou créer du verre de gris ou de l'humidité dans les boîtiers. Donc, le truc, c'est de laisser ça dans son sac, laisser ça tempérer le plus longtemps possible. Puis là, à ce moment-là, au moins, ça va permettre justement que ça prenne. Tu sais, moi, mettons, une bonne journée froide, là, ça peut prendre 6-7 heures avant que je sorte les trucs du sac. Là. En fait, il ne faut pas que j'en ai besoin rapidement, sinon je prends un autre appareil. Là. Sortir la carte mémoire à l'avance, puis là, ben, on peut aller transférer les images. Au niveau des gants, vous utilisez quoi? Moi, j'ai mes mitaines régulières. J'ai comme des grosses mitaines en cuir Black Diamond. Je sens bien au travers, là, mais c'est en Primaloft, un duvet synthétique ultra chaud. J'ai jamais eu de problème à manipuler mes boutons ou quoi que ce soit. C'est sûr que je sais où est-ce qu'ils sont, par contre. Là. J'ai pas de problème là, du tout avec des grosses mitaines. Puis pour des manipulations vraiment fines, ben, à l'intérieur de mon gant, j'ai un petit liner. Fait qu'au pire, j'enlève ma mitaine. Là. Idem. Même des mitaines, là, quand on peut manipuler un peu l'appareil photo, mais j'ai exactement comme JC des petits gants à l'intérieur des gros gants. Tu l'enlèves si jamais tu as besoin de faire de quoi, là, genre changer une batterie. Ben là, oui, il faut que tu enlèves tes grosses mitaines.
Toi, Jay? Moi, j'ai des gants. Puis avant, c'était la seule compagnie qui en faisait, mais là, j'ai vu beaucoup de trucs passer. Là. C'est des. Dans le fond, je me mets des. Je mets pas des liners, c'est tu sais, les petits liners fins. Là, je mets vraiment un gant quand même assez chaud. Là. Puis c'est une mitaine, en fait. Puis je rentre mon gant dans la mitaine, puis c'est une mitaine qui s'ouvre au devant, puis là, tu as les doigts qui restent accessibles. Tu sais, souvent, on va voir les gants photo pour la photo qui, en fait, donc, tu as le gant de même, puis là, tu découvres ton bout de doigt, là, à moins 25, c'est pas top. Là. Fait que, Pas top, en tout. tu sais, un bon petit gant, tu sais, assez chaud, justement, que tu peux bien manipuler ton appareil. Puis là, tu rentres ça dans ta mitaine, puis là, quand tu veux ouvrir, ben, tu rouvres ça. Puis là, tu sais, avant, ça s'appelle Heat Company, c'est là que j'ai. C'est quand même assez cher, mais dans le fond, là, il y a des marques comme Combi, là, tu sais, qui en vendent dans tous les sports experts. Là. Je ne sais pas s'il y en a partout, là, mais puis il y a une autre marque aussi que j'ai vu passer, là, puis ils ont exactement le même système. C'est une mitaine qui s'ouvre puis qui laisse les doigts passer. Puis habituellement, tu as vraiment le pouce puis les doigts. Fait que ça, c'est super pratique. Fait que justement, tu découvres ça, tu fais tes petits réglages, puis après ça, tu peux shooter en restant au chaud. Parce que c'est ça, tu sais, à moins 25, là, moi, je me vois mal sortir mes mains en dehors de mes gants complètement. C'est impossible. C'est rough. Surtout, tu sais, quand t'es là, mettons, t'es soit pas à l'affût ou t'es genre en train, tu tiens la position, t'attends qu'un animal bouge, puis là, t'es là, tu peux pas te sortir tes doigts de tes gants. Là. Je vais aller faire un petit tour sur le... Je sais pas si on avait d'autres questions à propos de l'hiver. Attends un petit peu. Ben, les hot shots aussi, hein, c'est vraiment... Ça, c'est une valeur sûre. Là. Il y en a même des réutilisables maintenant là, que tu mets au congèle, puis ça se refait. Là. C'est peut-être pas aussi efficace, mais ça fonctionne. C'est oui. Il y en a même des USB aussi là, qu'on peut charger. Ouais, tu peux charger ça. Là, il y en a un, c'est une batterie. Tu peux même charger ton téléphone puis ça chauffe. Là. Tu mets ça dans tes poches. C'est bon ça. C'est quand même nice. C'est bon ça. Ici, bon, on avait justement du monde qui nous demandait pour les trépieds, les monopodes, comment on faisait pour pas que ça gèle. Moi, dans mon cas, j'en utilise pas beaucoup. J'en utilise pas. Non, c'est moins. Ouais, moi non plus, pas beaucoup. Honnêtement, pas pour la photo animalière. En tout cas, pour les paysages, un peu des fois, mais souvent, je l'oublie. Fait que je dépose mon appareil photo par terre. Nice. Mais si je peux peut-être donner un petit truc, justement, des fois, c'est que les joints gèlent. Là, fait que des fois, de refaire un petit shot de graisse ou vous pouvez aller voir sur les sites des fabricants. Moi, je mets de la graisse de lithium. Oups, c'est bon, t'avais perdu. De la graisse au lithium, en fait, ça résiste à la chaleur et au froid. Là, ça vient en canne, une canne blanche. Puis ça marche assez bien, là, pour pas que ça gèle. Mais tu sais, il n'y a pas de miracle. Là, c'est de la graisse l'hiver, ça fige. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas ça, il n'y a malheureusement pas de miracle pour ça. Fait que dans le fond, ça fait le tour en fait pour les sujets qu'on voulait pas mal parler aujourd'hui. On a reçu pas mal de questions sur le web, par courriel avant qu'on débute le live, puis on en a reçu pas mal dans le chat aussi. Fait que dans le fond, si vous voulez nous envoyer vos questions dans le chat, on va les prendre. On va prendre les premières qu'on a reçues par courriel. On en a reçu beaucoup quand même. Fait qu'on a fait un petit tri quand même pour que ça fitte un peu avec ce qu'on voulait vous parler. Puis aussi avec la quantité qu'on reçoit, ben, on se récite jusqu'à demain. Puis dans le fond, on va en prendre quelques-unes dans le chat aussi là, par la suite. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil. Ici. Donc, on avait une première question de Chantal qui nous demandait utilisez-vous un GPS lorsque vous vous aventurez dans une région moins connue? Si oui, de quel type? Des recommandations? Oui. Moi, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Topo Canada, qui est un GPS qui fonctionne hors réseau, qui est indispensable. Là, moi, j'amène toujours mon cellulaire. Souvent, j'y mets une hotshot en arrière pour pas qu'il gèle. J'amène un truc du genre, là, un genre de batterie pack. Là. Bon, peut-être pas aussi gros que celui-là, là, mais ça fait partie des choses que j'amène toujours dans mon sac photo pour recharger mon téléphone parce que, bon, premièrement, c'est un outil d'urgence. Là. Peu importe où, au réseau, tu peux appeler. Puis deuxièmement, c'est l'histoire du GPS. Là. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a une bonne accuracy.
peut voir l'altitude, on peut se faire des itinéraires nord, sud, est, ouest, évidemment. On peut même noter aussi des coordonnées GPS. Fait que, non, c'est un outil indispensable. Indispensable. Ouais, même chose. Application sur mon téléphone. J'ai un Garmin aussi, mais j'utilise moins que mon cell parce que, comme tu le dis, le cell, je peux m'en servir pour plein d'autres choses aussi. Mais évidemment, comme tu le mentionnes, il ne faut jamais que la batterie meure parce que sinon, on se ramasse plus de GPS. Mais je ne me suis jamais senti à un point où le GPS était comme mon seul recours. Je savais vraiment plus où j'étais ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est important quand même d'avoir une certaine idée, là. Puis l'hiver, c'est plus facile parce qu'au pire, on revient sur nos pas. Ça peut être long des fois, mais on est capable de voir dans la majorité du temps, là. Mais j'ai une application qui s'appelle GPS X Motion ou quelque chose comme ça. Là. Puis je peux tout faire ce qu'un GPS régulier fait, même c'est ça, des waypoints, les coordonnées, des itinéraires, tout trouver. Je pense que j'ai plus de caméra, ce sera pas long. Mais bref, oui, c'est ça, application GPS qui me permet de presque tout faire. Nice. Moi, j'utilise, comme vous deux, pas mal mon téléphone aussi. J'utilise beaucoup une application qui s'appelle Avenza Maps. Ouais. Ça, c'est super pratique parce que dans le fond, tu peux mettre justement tu peux piner des points avec des. Souvent, je m'en sers beaucoup quand je fais mon repérage. Là. Puis c'est surtout que tu peux télécharger en fait la carte d'un parc national. Et tu vas tu vois ton point GPS sur la carte. Donc, puis là, je me mets des points, mettons, OK, j'ai trouvé un crottin là, un ravage là, peu importe. Puis, tu sais, après ça, quand tu reviens l'année d'après, ça te donne une bonne idée quand même de ce que tu as déjà vu. Ouais. Et c'est pas pratique. L'application est gratuite. Les cartes sont ils sont pas toutes gratuites, mais les cartes des parcs, bien évidemment, sont gratuites. Là, toutes les cartes de la CEPAC sont là. Forion, Parc Canada, c'est là. Tu peux trouver des cartes avec aussi des coupes forestières, mettons des réserves phoniques aussi. Là, tu vas voir l'âge des coupes forestières. Donc, super intéressant. Moi, c'est ce que j'utilise vraiment. principalement. Puis c'est de l'important, c'est juste de télécharger la carte, bien évidemment, à l'avance. Puis, tu sais, Google Maps, ça fait bien aussi. Là, si tu vas dans un secteur, tu fais télécharger la carte hors connexion, puis après ça, quand tu n'as plus de réseau, moi, ce que je fais, c'est quand je suis plus de réseau, je me mets en mode avion. Le GPS marche encore, puis au moins, tu ne gruges pas aussi toute ta batterie. Ça peut descendre assez vite. Là, quand le téléphone, il cherche le signal. Là. Ouais, vas-y. Ah non. Eric, t'allais dire quelque chose. Non. Mais bref, moi, c'est ce que j'utilise principalement. Bon, attends un petit peu. Là, on a un autre chaman. Attends, je vais vous poser la question. Là. Je vais aller faire un petit tour sur le chat après. Je vais juste. Hey, sérieux, je pense qu'on n'a jamais eu autant de chamans sur le chat. Alain qui demandait le nom, c'est Avenza Maps. Je vais le mettre dans le chat tout juste après. Une autre question qu'on a reçue de Julie, qui finalement ne pouvait pas être là, mais donc, attendez un petit peu. Parce qu'elle m'en a posé vraiment beaucoup. Là. OK. Donc, elle disait j'ai une panoplie d'amis sur le lot chez nous, donc des coyotes, des renards, des orignaux. Auriez-vous des trucs pour une amatrice comme moi qui aimerait bien les capturer en photo? Donc, peut-être qu'on peut mettre ça un peu plus large quand on arrive dans un secteur qu'on ne connaît pas trop. C'est peut-être quoi les étapes à faire avant d'être capable de faire des photographies? Laissez-vous battre pour répondre. On en a un peu parlé tantôt, avec la lecture de terrain, finalement. Là. Surtout que là, on est dans la meilleure période pour ça, mais c'est de connaître son terrain, connaître ses arbres, où est-ce que j'ai plus un milieu résineux, où est-ce que j'ai plus un milieu de bois dur, bois mou, où est-ce que j'ai des buissons, où est-ce que j'ai de l'eau, où est-ce que j'ai un milieu humide. Puis après ça, c'est de lire les traces. Jour après jour, heure après heure, même place, tout le temps. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Parce que, les animaux ont tous des patterns. Il n'y a pas un orignal qui va partir d'ici et qui s'en va en Argentine tantôt. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils vont rester toujours ils ont toujours une logique. Il y a des orignaux que je suis année après année. Le point GPS, année après année, à une date précise, là, mettons le 25 juillet, l'orignal peut être à moins de 1 km année après année de l'endroit où il était l'année d'avant. C'est capoté. Ils ont des patterns beaucoup plus stables, fixes, logiques qu'on le pense.
Puis quand on a un terrain, que ce soit un terrain privé comme Julie, je pense, c'est fantastique. Là. Vas-y, marche, lis, éduque-toi, prends des notes, prends des heures, prends des photos des traces, découvre c'est quel animal qui est là. Installer peut-être aussi des caméras d'affût. Les caméras d'affût, je sais que JC, il est avant-gardiste pas mal là-dedans. Je vais lui laisser cette section-là, mais il y a plusieurs moyens. Surtout la lecture de traces dans mon cas. Ben oui, clairement, ça part avec les traces. Je veux dire, c'est un outil essentiel qui nous est offert par la nature que de pouvoir suivre les traces. Fait que c'est important de le faire. Puis, ça nous donne tellement d'indices. Puis moi, je suis rendu à un certain point que même avec les animaux les plus farouches, je suis les traces. Puis avec mon application GPS, j'enregistre l'itinéraire. Fait qu'après ça, je me fais une carte. Puis je sais où les animaux passent. Puis s'il y a des points là, que c'est récurrent, puis ça revient, ben ça donne un bon indice d'où se placer pour prendre des photos. Mais pas besoin de le faire avec tous les animaux. Là. Je parle vraiment de certains qui sont plus timides, mettons. Puis, comme Éric l'a dit, les caméras d'affût, pour moi, ça me permet, ou pour tout le monde, en fait, de sauver du temps d'affût. On installe ça, c'est presque invisible, honnêtement. Même nous, on le repère presque pas. Fait que les animaux, encore moins. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Puis, ça nous permet de repérer quand les animaux vont passer ou pas. Et puis, de noter les heures. Le travail se fait par la caméra. On retourne une semaine après, on ramasse la carte SD. On est capable de faire des belles observations sans avoir été là. Fait que ça sauve un temps fou. Puis la dernière chose, c'est de mettre du temps physiquement, d'y aller, d'attendre, repérer, puis observer. Il n'y a pas meilleurs yeux que les nôtres pour aller voir ce qu'on veut photographier puis essayer de deviner ce qui va se passer. Puis parfois, c'est long, vraiment long, mais il faut le faire. Puis c'est le fun. Pour rebondir sur les caméras d'affût, moi, je suivais une famille de renards au printemps, puis j'avais mis une caméra à proximité du terrier. Des fois, on passe, puis là, il n'y a rien qui se passe, puis là, tu attends 4, 5, 6 heures, puis là, tu fais comme merde, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Mais entre deux mouvements, là, entre deux sorties du terrier, où je ne me rappelle plus si la mère, Mané, c'était passé 12 heures. Fait que, nous autres, on est là, une fraction de la journée, de la vie, en fait, à cet endroit-là. Fait que la caméra permet vraiment d'avoir l'heure juste, parce que nous, quand on part, c'est comme, souvent, je vois souvent des questions passer là, sur des groupes d'ornithologie, les oiseaux sont plus là, ils viennent plus manger, mais nous, ils viennent plus au mangeoir, mais des fois, ils sont juste chez le voisin. Là. Mais nous autres, on voit juste une infime partie de ce qu'on peut voir dans la nature. Puis justement, la caméra de trappe permet de pouvoir voir vraiment ce qui se passe. Puis nous, on a quand même une influence sur le milieu aussi. Fait que la caméra, une fois qu'elle se fond dans l'environnement, elle n'a plus d'odeur dessus, l'animal, lui, il ne la voit pas. Puis il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus, William, qui demandait comment les protéger, nos caméras. Moi, je m'en suis fait voler une couple de fois, là, quand même. Là, je veux quand même avouer. J'achète pas ces poches, là, parce que j'aimerais ça avoir des fois une meilleure qualité, un meilleur son, et tout ça, mais j'achète pas des caméras qui valent plus que 100$ parce que te faire voler une caméra qui vaut 500$ parce que tu l'as laissé sur un. Puis c'est pas parce qu'on met un cadenas dessus que la personne arrive avec des cutters le lendemain et elle vient. Là, fait que, moi, je m'en suis fait voler une couple. C'est poche, mais ça fait partie. Partie de la game. Là. Puis des fois, il y a une fois, je m'en suis fait voler une. Là, je sais pas comment quelqu'un a atterri dans cette portion-là de la forêt. Là. Mais c'est vraiment au milieu de nulle part. Là, puis j'arrive. Puis d'habitude, si c'est un animal, tu vas retrouver la sangle, tu vas retrouver des traces là, de l'animal. Là, mais là, rien pas en tout. Là. Fait qu'en tout cas, c'est particulier. Là, mais toi, je sais, tu fais comment? Il n'y a pas de truc secret. Puis honnêtement, j'ai des petites caméras d'affût qui valent comme 100$, puis il y en a d'autres. J'ai un gros kit trap photo vraiment avec un DSLR, une bonne lentille, puis tout, que lui, ça me stresse. Là. Mais il n'y a pas de solution miracle. Là. Moi, je mets des petits tie wraps en arrière pour un peu ralentir le monde. Mais je veux dire, si quelqu'un tombe dessus et il a vraiment le goût de mal faire, ça va être ça. Là. Peu importe ce que tu mets, je pense. Si tu veux partir avec, mais trouver des endroits qui sont relativement éloignés, pas trop y aller l'hiver parce que ça laisse une trail qui est assez tapée.
Fait que c'est des Moi, petits c'est drôle là, parce que l'hiver, là, je fais des espèces de détours, là, puis je me promène, je fais des zigzags, là, puis là, puis là, je m'en vais vers ma caméra. Parce que c'est ça, tu sais, c'est poche, mais quelqu'un qui voit des traces qui part, ben, il peut être curieux, savoir qu'est-ce qui se passe, Ouais. puis il tombe sur la caméra. Fait que, Ouais. ça, c'est un peu poche. Là. Mais, Ouais. Ici, on a Serge qui nous demandait un peu plus technique, là, parce qu'il y avait son boîtier avec son 500 mm, puis il y avait de la misère à le configurer pour la photo en mouvement. Puis, donc, il nous parlait, il voulait savoir comment on paramétrait l'autofocus, donc les types d'autofocus qu'on utilise, puis, mettons, le nombre de collimateurs, puis tout ça. Là. Fait que, je sais pas si vous voulez. Perso, moi, c'est assez simple. Moi, je suis quasiment toujours en Nikon, c'est leur AFC, là, le Continuous quelque chose. Là. Bref, le mode de focus qui focus toujours. Back button focus, le bouton à l'arrière, toujours. Puis j'utilise un raccourci. Donc, en avant du boîtier, ouais, en tout cas, j'aurais pu avoir un boîtier. Mais en avant du boîtier, j'ai un piton FN ou PN, je ne m'en souviens plus. Mais bref, c'est un piton raccourci. Donc, quand je clique, c'est toujours avec mon petit doigt, là, quand je clique sur ce piton-là, je n'ai pas besoin de sortir ma tête de mon viseur, changer mon réglage. Donc, je suis dans mon viseur, puis je peux passer avec mon petit doigt d'un single point focus à un focus groupé, par exemple. Avec mon autre doigt ici, bon, là, je peux passer au D25. Donc, dépendamment de mon sujet, dépendamment de la scène, ben, j'ai appris vraiment à me servir de ces deux boutons-là assez rapidement. Nice. Ouais, ben, même principe, là, mais Canon, dans le fond, fait qu'un single point la plupart du temps, un autofocus en continu, c'est presque ça que j'utilise 90% du temps, mais back button focus tout le temps pour la rapidité d'exécution. Puis, c'est ça, les boîtiers modernes et les lentilles modernes sont quand même vraiment efficaces pour l'autofocus, mais je préfère quand même garder le contrôle en choisissant un seul point sur lequel moi je vais apposer le sujet pour que la mise au point se fasse au bon endroit. Mais j'ai vu beaucoup de gens utiliser aussi tous les points puis laisser le contrôle au boîtier, puis ça fonctionnait relativement bien dans certaines circonstances. Mais perso, je me fie seulement au point du milieu. Ben, c'est ça, je pense que ça dépend quand même de la situation. Là, parce que quand tu as un oiseau qui passe devant un ciel blanc, c'est sûr que même le mode automatique pourrait trouver. Ouais. C'est quand on tombe dans le mode automatique, quand tu as une forêt puis tu as un animal dans un trou, là, c'est sûr que ça va être plus difficile quand même à trouver. Mais ouais, ben, je vous rejoins pas mal là-dessus aussi. Là. C'est souvent un collimateur, mode continu, puis c'est pas mal ça. Là, je dirais. Chez les Nikon, peut-être, parce que je sais pas, c'est peut-être le problème de Serge, c'est ça. Là, on a. C'est niaiseux, mais en mode continu, on peut lui dire d'attendre avant de faire la mise au point, de refaire la mise au point. Là, avant dans le fond, ça, on peut le désactiver. Ça s'appelle le track. Comment ça s'appelle? Autofocus with track on, ou je me rappelle plus trop. Puis ça, dans le fond, il faut désactiver ça si on veut vraiment. C'est pas pratique quand, mettons, tu as un animal qui passe en arrière d'un arbre, par exemple. Parce que là, la mise au point va pogner sur l'arbre, puis après ça, va repogner sur l'animal. Mais quand même, si tu fais un animal qui s'en vient vers toi, tu peux pas que l'appareil attende avant de faire la mise au point. Donc, c'est ça ton petit. Ton petit problème. On a Benoît Gravel qui nous dit on m'a déjà volé une caméra en coupant le tronc. C'est fou. Couper l'arbre, capoter, pareil. Je veux dire, là, on peut pas faire grand-chose de plus que accepter la défaite là, dans ce temps-là. Là. Ça prend du monde motivé. Là. Ouais, c'est capoté. Ouais. C'est bon, on a Mario qui nous demande le pourcentage de photos que vous jugez bonnes après une journée. Ouais, mais 10% peut-être. 10%? Puis probablement moins. Tu sais, je m'imagine 100 photos sur 1000, impossible. Moins que ça, là. 1, 2. Ouais, c'est vraiment peu, là. Moi, personnellement, je fonctionne dans un... Tu sais, je traite premièrement, mes cartes SD avec différentes méthodes. Tu sais, je fais un premier tri, puis des fois, mon deuxième tri, je peux le faire genre 7 mois plus tard. Là, non.
Après ça, 2 ans plus tard, parce que je trie encore des cartes de genre 2018 là, qui sont même pas encore faites complètement. Là. Je suis vraiment J'espère pour toi qu'ils sont pas encore sur la carte. Non, mais ils sont. Non, mais écoute, j'ai été longtemps pris avec une mauvaise gestion épouvantable de mes cartes. Puis d'ailleurs, ça serait un bon vidéo YouTube que je regarderai avec plaisir. La gestion des fichiers, c'est. Ah là là, c'est vraiment. Ouais. Mais pour en revenir à la question, tu sais, mettons 1000 photos, là, une journée, c'est que ça peut varier entre 1 ou 2 et 350. Là. Ça dépend tellement. Ouais. Mais si j'avais une moyenne à faire, là, j'irais comme JC, je pense. Là. Premier tri, 10 deuxième tri, 2 3 Mais tu sais, c'est parce que je pense qu'il faut faire. Il y a une différence entre une bonne photo, entre guillemets, tu sais, je veux dire, pour moi, mettons, une bonne photo qui est bien exposée puis qui est nette, puis une photo qu'on va garder, tu sais, parce que je veux dire, des photos qui sont bien exposées, qui sont nettes, moi, personnellement, je pourrais dire que c'est peut-être 95% des images que je prends. Mais après ça, tu sais, tu as l'animal qui est placé, tu sais, puis avec les rafales en plus, ben, tu peux vraiment choisir le bon mouvement, tu sais, la belle position, puis tout ça. C'est sûr qu'on n'en garde pas, moi, j'en garde, je sais pas, 1% de ce que je prends ou que je vais traiter par la suite, mais de bonnes, utilisables, je dirais qu'il y en a beaucoup, mais après ça, tu sais, c'est ça, la position de l'animal, ben, surtout en photo animalière, ou mais mettons en paysage, faire de la photo de nuit, pour faire une photo, je peux en prendre des dizaines. Là. Après ça, pour réduire le bruit, puis tout ça, ou en paysage, après ça, tu fais plusieurs compositions, tu essaies de. Mais après ça, mettons, je sais pas, j'ai un coucher de soleil sur un Cap Bonami, ben, je vais traiter puis sortir une photo de ça, j'en ferai pas 40 non plus. Là. Fait que c'est sûr qu'à la fin, c'est tout ça, c'est l'entonnoir, puis à la fin, il en reste deux ou trois d'une séquence. Oui, puis plus ça avance, plus c'est difficile. Ouais, ben c'est ça, hein, plus. Tu sais, c'est niaiseux. La première fois que j'ai photographié un pigard à tête blanche, là, je peux dire que je pouvais avoir. J'aurais publié 4000 photos, mais après ça, je les regarde aujourd'hui, tu fais, ouais, pas top. Ouais. Mais il faut toujours mieux garder, tu sais. Il vaut toujours mieux garder que de déliter. Oui, ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, mettons, moi, il y a des photos que j'ai délitées, qu'aujourd'hui, mon œil artistique a changé, puis il y a des photos, il y a une scène qui me vient en tête qu'il y a 2 ans que je suis comme, pourquoi j'ai délité ça? Tu sais, aujourd'hui, je vois ça tellement différemment que, tu sais, la leçon que j'en retire, c'est vaut mieux être conservateur que trop sauvage, puis tout déliter, puis non, rien de beau là-dedans, puis il faut être patient quand même. Mais surtout, tu sais, je veux dire, ça coûte un disque dur par année, là, externe, puis ça permet. Moi, je supprime jamais mes photos de nature. Tu sais, mes photos corpo ou quand je fais des événements, puis tout ça, ben, une fois que c'est remis au client, puis 2-3 mois après, je délite le reste, je garde juste la sélection finale. Là. Mais les photos nature, non, c'est rare que je vais en supprimer. On a Alex qui nous demande quelle formation en photo avez-vous suivi? C'est drôle parce que je sais c'est quoi la réponse, là, mais ou êtes-vous juste des naturels? Ouais, ben vas-y, Eric. Ben, moi, je suis comptable. Et c'est ça. Nice. Non, j'ai vraiment aucune. J'ai aucune formation là, accréditée en photographie. C'est vraiment, j'ai tout appris là, via des livres, puis YouTube, puis des tutoriels, puis de l'essai-erreur. Du temps, beaucoup de temps. Même chose. Moi, c'est la biologie, par contre, et non la comptabilité. Il y a tellement d'informations sur Internet, là, c'est fou. Puis j'enlève rien aux formations. Pour vrai, il y en a que je ferais encore à ce jour. Puis je suis sûr que ça m'apprendrait 1001 choses. Mais il y a toujours moyen de s'auto-éduquer d'une certaine façon, surtout quand on se pratique et on prend des photos régulièrement. Je veux dire, probablement que les 3, on en prend quotidiennement, puis ça fait une différence. Puis je pense que il n'y a rien de mieux que de bien maîtriser son équipement, puis les notions de composition et autres pour faire de la photo qui a de l'allure. Puis ça, il y a moyen de l'auto-apprendre, je pense. Mais je me répète, j'enlève rien aux formations. Bien d'accord. Moi aussi, dans le fond, c'est ça. Excusez, je répondais je regardais les prochaines questions. Moi, j'ai étudié justement en technique de scène, donc on est quand même un peu loin. En fait, j'ai commencé à étudier en chimie analytique. J'ai fait 2 ans comme technique de laboratoire. Après ça, la technique de scène. Disons que ça a passé par un éventail. Mais effectivement, dans le fond,
Je suis autodidacte. Puis, tu sais, c'est ça, avec ce qu'on trouve sur Internet. Puis surtout, quand tu veux apprendre, tu veux maîtriser quelque chose, t'essayes. Puis quand tu as la tête dure, ben, ça finit que tu finis par apprendre par la suite. Ouais. Quand on veut... Attendez un petit peu, là, c'est comme tout l'affichage a changé dans les questions. J'avais une question ici qui disait... Question pour Eric, parce que je l'ai vu passer 2 fois. De Philippe, c'est quoi le sac que tu utilises pour transporter ta grosse caméra sur ta poitrine? J'ai vu ça dans tes stories. Me donnez-vous 2 secondes? Ah, ben oui. Allez. Bon, ben... sinon, on avait Annette qui demandait où achetez-vous ça, les hotshots réutilisables USB sur Amazon. Si tu vas sur Amazon, c'est poche, mais j'en ai jamais vu ailleurs que là. Que tu peux les trouver là-bas. C'est ça, Cédric. C'est Mr. Jean. Ouais, mais Mr. Jean Gear, ça vient de République tchèque. C'est vraiment un produit que moi, je capote bien raide là-dessus. Premièrement, ça répartit super bien le poids. Le harnais est super confortable. Puis en arrière, il n'y a pas de bosse. Fait qu'on est capable de porter un sac à dos, puis on n'a pas une douleur en plein milieu de la colonne fatigante. À l'intérieur, je peux rentrer ma 500 sans aucun problème. Tu es capable d'ajuster la taille des bretelles pour avoir un équilibre de poids. Puis en plus de ça, tu sais, l'hiver, on a parlé du téléphone, mais où c'est qu'on le met le téléphone pour pas qu'il gèle, pour pas qu'il pogne la neige? Je me suis toujours dit, va falloir que je me patente de quoi sur mon sac. Puis ça ici, tu as une poche devant. Fait que moi, je mets mon cellulaire là. Je peux mettre des cartes SD là, je mets de la bouffe là. Fait que c'est vraiment, là, moi, ce produit-là, je capote dessus. Je l'ai découvert via une pub Facebook. J'étais sur Facebook, je vois ça. Je suis comme, aïe, c'est ça que ça me prend. Parce que, tu sais, traîner ça dans les mains, les épaules, c'est toujours inconfortable. Tandis que ça, tu te promènes, tu as tes 2 pics de neige, tu peux même marcher avec sans aucun problème. C'est magique, magique. Ouais, c'est très populaire en Europe, Mr. Jean. Ils font des affûts flottants assez capotés aussi. C'est assez hot. Good. Ici, on... beaucoup, il y a du monde qui voulait qu'on parle du post-traitement, entre autres, quel logiciel on utilisait. Et est-ce que vous retouchez vos photos? Tout ça, peut-être nous donner un peu, peut-être donner votre opinion un peu sur la retouche, qu'est-ce que vous utilisez, puis comment vous voyez ça. La retouche ou plutôt peut-être le développement de la photographie. Ben, c'est important. Actuellement, avec le numérique, c'est un incontournable. Personnellement, moi, quand je vais... quand je vois la scène et que je prends mes photos, la première chose que je regarde, c'est mon Instagram. Là. C'est où elle est, où est les lignes de couleur. Est-ce que mes foncés sont trop noirs? Est-ce que mes blancs sont trop brûlés? J'essaie d'avoir le plus d'informations au milieu du graphique pour, après ça, post-traiter de la manière dont je l'ai vu. Parce que prendre une photo telle qu'on voit une scène, c'est très rare là, que ça arrive. Fait que ça fait partie du post-traitement. Moi, je fais ça avec Lightroom ou des fois le fil Camera Raw aussi là, dans Photoshop. Là, c'est comme la même chose que Lightroom, peut-être un petit peu plus puissant. Puis non, c'est comme une... Tu sais, moi, je le vois comme une signature artistique là, du post-traitement. C'est ton œil, c'est ton expérience, c'est ta vision, c'est ta scène, c'est vraiment ton œil. Puis je pense que c'est ce qui nous différencie chacun. La photo de l'étoile de mer, on la post-traite les trois. On n'a peut-être pas vu la chose de la même manière. Même chose pour toutes les photos, en fait. Ouais. Bien d'accord, même chose, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, 2 outils essentiels pour eux. Et moi, il n'y a pas une photo que je publie qui n'a pas été post-traitée, c'est simple. Non seulement parce que quand ça sort de l'appareil photo, c'est un fichier RAW, c'est comme si c'était, entre guillemets, pas développé. On pourrait le transformer tout de suite en JPEG puis le mettre sur les médias sociaux, mais ce serait comme pas exploiter pleinement le potentiel du fichier, finalement. Et en plus, ça nous permet de rendre la scène qu'on a vue en faisant le post-traitement. Puis même que moi, je dirais, il y a des photos que je vais prendre en sachant qu'en post-traitement, je suis capable d'aller rattraper des hautes lumières ou récupérer des ombres. Puis je pousse mon boîtier de cette façon-là. Je l'ai toujours en tête, cette étape-là, puis elle fait vraiment partie du processus artistique. Je veux dire, il y a des photographes que je reconnais purement par le post-traitement ou presque.
C'est quand même fou, puis essentiel, puis ouais, c'est ça. Ouais. Mais je me rappelle pas, je pense que c'était peut-être dans notre dernier live là, qu'on avait fait, là, mais on avait jasé un peu de ça, puis je pense que c'est Vincent Munier qui disait ça, il dit « Je photographie pas ce que je vois, je photographie ce que je ressens. » Fait que tu sais, c'est la manière que tu le sens sur place. Tu sais, parce que je veux dire, la photographie, l'appareil photo, lui, il va capter des 0 et des 1. Il capte la lumière, il capte la scène. Mais c'est niaiseux, mais présentement, mettons, quand je regarde ici, je vois un peu tout au focus, mais quand je regarde mon appareil photo, mais mon attention est mise sur l'appareil photo. Fait que, après ça, quand tu vois la lumière, tu vois un animal, tu le vois comme une apparition, tu vois quelque chose au loin, ben, l'ambiance de la scène, ce que l'appareil photo a capté n'est pas nécessairement fidèle à ce que toi tu as ressenti, parce que toi tu as vu à travers tes yeux. On est teinté par ce qu'on ressent aussi quand on regarde quelque chose. Hein. Je pense qu'avec le post-traitement, justement, on peut venir rechercher ça puis donner vraiment, comme tu dis là, Eric, la continuité de la démarche artistique aussi. Absolument. Puis tu sais, un peu comme vous autres aussi, il y a beaucoup de photos que sur place, quand je la prends, je me dis, je sais que je vais faire ça en post-traitement après. Je sais que je vais la recadrer en 8 par 10. Je sais que je vais la. Tu sais, il y a bien des trucs quand on fait ça sur place, où tu as une ombre, que je vais écrêter les noirs pour avoir une silhouette. Ou des, en tout cas, dans mon cas, moi, la plupart de ce que je fais en post-traitement, quand j'ai pris la photo, je savais pas mal où j'allais m'en aller avec mon traitement par la suite. Oui, c'est un tout. C'est une équation, puis c'est une recette, puis on peut pas faire sans ça. Là. Ouais. Exact. On avait quelqu'un justement qui nous demandait combien de temps on passait en post-traitement sur une photo. Pour vrai, moi, pas trop. Par contre, honnêtement, c'est parce que ça peut facilement devenir lourd dans le sens où tu commences à faire des petits trucs, puis t'es comme moi, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, mais moi, l'ultime but, c'est de me rapprocher de la scène que j'ai observée. Un coup, ça c'est atteint, là, OK, je m'arrête là parce que pour vrai, on pourrait passer 1 heure par photo, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font, puis c'est correct. Mais moi, c'est pas un côté que je trouve incroyablement passionnant. Fait que je me dis, si je suis capable d'arriver au résultat que j'ai vu, ma job est faite. Là. Ouais, je suis vraiment pareil à toi. Là. Moi, j'ai rien traité d'avance. Mettons, tu sais, on fait des publications assez régulièrement, nous trois. Moi, j'ai rien. Demain, j'ai rien traité d'avance tellement que je sais pas. C'est pas nécessairement une partie de plaisir comme JC dit. Puis, tu sais, moi, ça me prendrait 15, 20, peut-être. 15-20 minutes. Mais tu sais, moi, je fais pas de composite ou je joins pas 2 photos différentes. Je prends pas un caribou de la Gaspésie puis je le mets à Charlevoix. Là, tu sais, c'est pas, pas du tout contre. C'est pas du tout en lien avec ma philosophie. J'ai rien contre ça, tant que les gens le disent. Mais mettons que ça simplifie pas mal la chose. Là. Ouais, pendant que t'en parles un peu, peut-être si on veut jaser un peu de ça, les images composites et tout ça, c'est drôle parce que j'ai participé au live de Francis Vachon. Là, si jamais vous ne connaissez pas, vous irez voir ces trucs, photos en direct, puis justement sur l'intelligence artificielle et tout ça. Puis c'est drôle parce que juste aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'exemples flagrants de ça, là, des montages, puis des montages qui se peuvent pas, puis du monde qui s'ostine à dire que c'est vrai, puis tout ça. Ouais. C'est quoi un peu vos opinions là-dessus? Valérie, tu as abordé un peu le sujet, là, j'y sais. Moi, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça, même qu'il y en a plein que je trouve magnifiques, parce que ça fait encore une fois partie du processus artistique. Puis écoute, si ça a le goût d'être ton processus, pas trop, allez-y. Juste d'être honnête, simplement dans le sens où je pense que c'est pas nécessaire de dire que c'est pas un composite, c'est ultimement ce l'est. Puis même que je trouve que le processus est intéressant, fait que pourquoi ne pas le partager? Moi, c'est juste ça mon opinion. Puis il y en a plein, comme je disais, que je suis qui font ça, puis que je trouve ça écœurant. C'est vraiment juste que c'est le fun de le savoir. Oui, absolument. Ouais. Je suis tellement d'accord avec toi, JC. Là, puis en plus de ça, ce que je trouve le plus dommage là-dedans, c'est que les gens qui font ça, puis qui sont malhonnêtes, puis qui non seulement ne le disent pas, mais s'enfoncent dans leur mensonge. Mensonge, c'est qu'il y a des gens qui y croient, tu sais. Il y a des gens après ça qui prennent des photos,
qui se comparent à ces gens-là, puis qui disent aïe, aïe, comment il fait ça? Là, il s'éduque, il s'informe, il dit aïe, aïe, comment il a fait ça, ce monsieur ou cette madame-là? Tu sais, je trouve ça dommage parce que les gens font confiance, à prime abord, à des gens comme nous. Puis ça vaut cher, là. Cette confiance-là, je pense que la moindre des choses, c'est d'être honnête, là. Tu sais, je pense, par exemple, à Catherine Simard. Catherine Simard, qui est une artiste extraordinaire que je respecte beaucoup. Ben, elle a un processus artistique fantastique avec des composites, mais elle explique, elle est honnête. Puis je trouve ça fantastique ce qu'elle fait. Mais il faut le dire, là. Il faut être honnête, là. Ouais. Puis, tu sais, je m'imagine, tu sais, mettons, d'arriver sur une scène, tu vois la photo, tu as vu la composition, puis tout ça. Puis j'en ai vu une passer sur un groupe, puis c'était une photo prise dans les Rocheuses. Puis tu avais le lac, puis la montagne derrière avait été rajoutée. Mais tu sais, tu marques, tel lac, nanana, puis tu arrives là, puis pang, il n'y a pas de montagne en arrière du lac. Oh, tu sais, la déception, pareil, tu sais, c'est poche. Puis justement, tu sais, comme tu dis, tu sais, de pas le signifier, alors que c'est clairement, parce que là, j'en ai vu une ce matin là, avec une photo du rocher percé avec un aurore boréale en arrière, prise d'un angle où tu as besoin d'être sur un bateau. Puis là, de t'ostiner à dire que c'est pris à telle date, avec une aurore boréale digne de la Norvège. Tu sais, tu peux juste décevoir du monde. Puis moi, je pense que ce qui est encore pire, parce que j'en ai vu beaucoup là, avec des agences de touristes au Québec, là, des organismes de touristes qui partagent des trucs de même. Là. Il y en avait une, je ne veux pas faire du name dropping, là, mais il y en avait une avec un cerf rouge pris dans la Jacques-Cartier. Mais tu sais, après ça, c'est parce que ça a des répercussions pareilles. Là, mettons, si c'était une vraie photo, il faut que tu appelles la CEPAC. Parce que là, il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a un cerf rouge dans le parc de Jacques-Cartier où tu as des trucs de même. Tu as un animal qui n'a pas d'affaires ici puis que tu le mets dans une place connue. Il faut faire attention quand même à ça. Puis là, en plus, quand c'est relayé par des agences de touristes qui sont supposées être comme sérieuses, ça peut créer quand même un précédent. Là. C'est drôle parce que j'ai déjà, c'est pas un montage, là, mais j'ai déjà photographié une aurore boréale au-dessus du château Frontenac. Puis c'est drôle parce que quand l'Office de tourisme de Québec l'avait repartagé, puis il marquait quand même, c'est capoté, on peut en voir en ville, oui, c'est vrai, mais ça arrive genre pas mais vraiment pas souvent. Puis encore là, ce que l'appareil capte, puis ce qu'on voit avec les aurores boréales, là, vous savez c'est quoi? Là? On n'est pas en Islande, là. C'est pas la grosse affaire non plus. Fait que, ils mettaient quand même dans les commentaires, ben, ça veut pas dire que ça a l'air, ça va avoir l'air de ça. Quand, oui, je voyais que ça dansait, mais je pense que les chances de voir une aurore boréale au-dessus du château Frontenac là, sont très minimes lors d'un séjour d'un touriste. Fait que c'est ça, c'est quand même, il faut faire attention quand même je pense à ça. Là, ça crée des attentes pour du monde. Puis, comme tu dis, du monde qui veulent apprendre la photo. Puis, tu sais, hey, OK, prendre un oiseau avec un beau coucher de soleil de même en arrière, comment tu as fait ça? C'est possible, je vais atteindre ça, mais c'est juste impossible d'atteindre ça. Là, ça n'existe pas dans la vraie vie. Là. C'est exactement ça. C'est le pouvoir, je trouve que le pouvoir de l'image là, de nos jours, il est fort en tabarnouche. Là. Il est plus fort que jamais, en fait. Puis je trouve qu'il est mal utilisé dans ces cas-là. Puis comme tu as dit, Jay, il ne faut pas créer de précédent avec ça. Puis il faut pas que ça commence à polluer les images qu'on voit parce que ça serait triste. Là, parce que c'est pas ça la vraie nature. Exact. On va dénaturer la nature, finalement. C'est ça. Ouais. Non, c'est fou. Puis, je veux dire, après ça, c'est sûr que justement, quand un photographe qui connaît ça voit ça, ben, ça n'a pas de bon sens. Mais après ça, monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas trop la photographie, ben, il ne peut que croire ça. Là. À chaque fois, c'est ça. Je vais jeter un petit coup d'œil. On a une Serge qui nous demandait de vous déjà arriver face à face avec un lynx. Il dit j'étais sur la rivière York, je sais pas c'est où. À Murdoch Dip. Et j'ai entendu très près de moi et j'ai été pas mal nerveux. Il me suivait dans le bois pendant un bon 15 minutes. Wow. Ben, c'est sûr que un lynx, c'est pas. Faut pas avoir. Puis je pense que ça revient un peu à ce qu'on parlait, dans les villes, on est un peu déconnecté de la nature. Là. Je pense qu'il faut arrêter de voir les animaux sauvages puis la nature comme
un ennemi ou quelque chose de dangereux en soi. Surtout au Québec, en fait, on n'a pas de puma, on n'a pas de grizzly, on n'a pas d'ours polaire. Puis encore là, c'est pas parce qu'on en voit qu'il va arriver une attaque. Un like, c'est pas très gros non plus. Là. D'ailleurs, Serge, tu iras voir la vidéo que j'ai mise sur ma page. Tu vas voir que des fois, ils peuvent être proches, là, mais c'est ça, c'est pas super stressant. Avez-vous déjà eu des rencontres? J'y sais, toi, je sais que oui. Oui, une fois, mais sur la route, il était quand même loin pour vrai, malgré que c'était un moment extraordinaire. Là, mais là, ça fait plusieurs dizaines d'heures que j'ai investi pour en croiser un dans le coin ici, puis je peux arriver face à face encore. Ils sont tellement timides pour vrai que j'ai l'impression que c'est des rencontres d'opportunisme, puis il faut pas trop les craindre dans le sens où ils sont vraiment plus peureux de nous que l'inverse, honnêtement. Là. Exact. Ça en a partout, mais on en voit tellement pas souvent que je trouve que ça en dit beaucoup justement sur le côté farouche de l'animal. Mais ça a tellement un mode de chasse qui est... Tu sais, contrairement au coyote ou au loup qui va se promener beaucoup, va ratisser large, le lynx peut se terrer, il s'assoit en dessous d'un arbre puis il attend. Il attend que ça bouge. Fait que, tu sais, oui, il va se déplacer, mais il se déplace beaucoup moins. Fait que c'est sûr que, disons, pour nous, ça minimise un peu les chances. C'est pas tout de notre côté. Non. Moi, ça m'est pas encore arrivé. Non? Dans le sauvage, là, pas encore. Le seul que j'ai vu, c'est sur la route. J'avais pas mon appareil photo. Depuis ce temps-là, j'ai toujours mon appareil photo. Mais c'était de la route le long de la rivière Capcha, non loin de chez moi. Il est en train de boire dans la rivière. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je te dis, j'en parle encore aujourd'hui, puis je me dis, maudit, ça n'a pas d'allure. Puis quand je suis arrivé, là, il a monté dans le chemin, puis il m'a regardé en plein milieu du chemin. J'ai les vidéos avec mon cellulaire, mais il était là devant le chemin. Après ça, il a marché, il m'a regardé d'en haut. J'ai passé en véhicule, je le vois, il redescend, il passe en arrière du véhicule, il retourne dans la rivière. Pas ma caméra. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais non, c'est là. Ah, c'est capoté. Ouais. C'est pour ça que quand je fais... Ah, vas-y. Non, mais on dirait, tu sais, comme... autant l'expérience de Serge qu'il suit, qu'autant une autre expérience comme JC qui tombe jamais dessus, puis on dirait qu'il est méga farouche. On dirait que c'est tellement différent au niveau de leur comportement. Là. Moi, j'ai aussi entendu des histoires là, des gens d'ici qui disent il a déjà graffiné dans ma tente, là. Il est venu gosser dans ma tente. Puis il y en a d'autres que je l'ai vu de loin, puis il a scramé un arbre, puis il avait peur. Tu sais, c'est comme dur à suivre un peu le comportement des lynx. C'est ça, moi, il y a 1 an et demi, j'en ai croisé, j'en ai croisé 2, en fait, sur la route de la baie de James. Mais un, entre autres, là, écoute, je me suis couché par terre. Il m'a donné cette chance-là. Il voyageait des fossés d'un bord puis de l'autre de la route. Puis là, je l'ai contourné, je suis descendu dans le fossé, je me suis couché à terre, puis il a passé à comme 1,5 mètre de moi. C'est juste... c'est débile, je l'entendais respirer, là, il était à côté, puis ça, c'était juste débile. Puis j'en ai recroisé un quand je redescendais de Matagami dans le même séjour. Puis je partais de nuit de Matagami, puis il était sur le bord de la route. Puis il était juste posté comme ça devant le fossé. Puis là, je l'ai vu, j'ai comme arrêté juste sur le bord. Il s'est retourné la tête comme ça, il m'a regardé. Puis après ça, il a retourné la tête, puis il était de même. Puis il a arrêté. Mais tu sais, en plein milieu de la nuit, il était beau. Là. Je sais pas si c'était un lynx du Canada, malgré Matagami, c'est assez haut. Là. Je pense pas que le lynx roux est dans ce coin-là. Il était très, très pâle, très, très roux. Il n'était pas très gris, là, mais c'est incroyable. Mais comme tu sais, justement, c'est peut-être le fait que c'est tellement rare, ces rencontres-là, que disons que quand ça t'arrive, tu t'en rappelles longtemps. Ah ouais. Gravé. Ça, c'est un truc assez fou. On pourrait peut-être prendre une petite dernière question. Là. On avait des commentaires comme William qui disait justement il y a déjà beaucoup de photos, les réseaux sont saturés, puis c'est. Il manque peut-être des mots, mais en tout cas, il y avait l'air à dire que je trouve ça triste pour que les gens qui s'arrêtent sur ce genre de photos-là, quand on parlait des images, des fausses images. Peut-être dernière question, hein, c'est intéressant, de Judith. Pour le genre de photos que vous pratiquez, est-ce qu'une caméra sans miroir serait de mise? Ben oui. Moi, au début, j'avais peur parce que j'entendais beaucoup parler des modèles Sony qui ont été vraiment avant-gardistes. Puis ce que les gens me disaient, c'est que la batterie ne durait pas. Puis là, on dirait qu'avec les années, les gens me disent que ça t'offre en masse.
Puis là, Canon et Nikon, d'ailleurs, ont sorti des modèles, moi, je trouve vraiment, vraiment intéressants. Puis d'un point de vue économie de poids, parce que chaque livre compte quand on fait des plus longues expéditions, je trouve ça vraiment trippant. Puis là, il commence à avoir une gamme de lentilles qui est assez solide aussi. Ouais. Bref, d'après moi, dans comme 5-10 ans, peut-être, ça va possiblement devenir comme une norme. Mais moi, je serais all-in pour y aller demain matin dans une 100 miroirs sans problème. Ouais. Ben, c'est justement le commentaire de Jean-François Gagné là, qui disait le problème, les batteries ne durent pas. Ouais. Ben ouais. Mais... Ben, tu peux y aller, Jay, ou je peux y aller? Non, ben, j'allais parler justement de ça parce que ça fait peut-être 3-4 semaines là, que j'ai justement le Z6 II là, que Nikon a sorti il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, dans le fond, c'est les mêmes batteries, c'est le même format de batterie, mais c'est ce que je parlais tantôt, là, comme les dernières générations. C'est les mêmes batteries que mon DSLR. Puis, avec une batterie, elle n'était pas encore vidée. Puis la batterie est la nouvelle génération. Puis j'ai fait 1700 photos avec. Donc, je pense que c'était vrai avant. Là, Sony, là, je pense que les premiers A7, A7S, là, tu faisais 200-300 photos avec, puis c'était fini. Je pense qu'ils ont pas mal remédié Si vous voulez aller chercher du monde, c'était un peu un critère aussi qu'il fallait qu'ils règlent. T'en penses quoi, Eric? Ben moi, j'ai essayé le Fuji X-T4 avec la 200 f2, qui est une lens de malade mental. Là. Mon ami s'est acheté ça il y a peut-être 4 mois, 5 mois. Là. C'est capoté. Là. Puis, pour l'avoir essayé, sur le X-T4, il y a une battery grip, là, la genre de poignée qui est en dessous de la caméra, qui allonge encore une fois la durée de la batterie. Puis, il n'y a quasi pas de différence avec mon DSLR. Là. Puis le poids, ça n'a aucun rapport. Là. C'est une autre affaire. Là. Puis de voir en live dans ton viseur de quoi ta photo va avoir l'air, c'est game changer ça avec. Là. C'est vraiment cool. Non, moi je te dirais que moi j'ai bien aimé les Fuji X-T4, j'ai vraiment trippé. Il manque juste un gros bazooka là, dans cette marque-là. Puis moi je suis preneur dès que ça évolue un peu plus. Mais sais-tu ce qui serait intéressant, là? Parce que, tu sais, justement, les objectifs, là, ils sortent des nouveaux modèles, puis bon, on sait un peu c'est quoi la game. Ils sortent une petite affaire, ils vont mettre un stop de plus à la stabilisation, puis ils vont sortir un nouveau modèle. Là. Mais bref, tu sais, Sigma, quand tu achètes un objectif Sigma, il y a une monture, ils font des montures Sony, Canon, etc. Et si, mettons, tu changeais de marque, tu l'envoies chez Sigma et te change la monture. Puis, fait que, mettons, ton Sigma, tu es chez Nikon, tu t'en vas chez Sony, tu l'envoies et il te change la monture directement. Fait que moi, ce que j'aimerais, il n'y a probablement personne de Nikon qui est ici, là, mais tu sais, mettons mon 400 mm, j'aimerais ça, pouvoir faire changer la monture éventuellement, puis là, bang, tu n'as plus besoin d'adaptateur. Ça serait tellement simple, je veux dire, tu changes la pièce de métal, en fait, il n'y a pas... L'adaptateur, il y a les contacts électroniques, c'est tout. Là. Il n'y a pas de pièce d'optique, rien. Là. C'est un spacer avec des connexions. Là. Il n'y a rien d'autre que ça. Fait que, s'il pouvait, mettons, tu payes 200$, je sais pas, là, puis là, ton objectif, il fait maintenant ses 100 miroirs Nikon ou Canon, le choix échéant. Là, ça serait vraiment top. Là. Mais c'est sûr que c'est pas super pour eux autres parce que ça fait pas vendre de nouveaux objectifs, mais quand même, quand tu investis 10 000$ dans un objectif, tu n'as pas le goût de le revendre 2 ans plus tard parce qu'il faut que tu passes au 100 miroirs ou tu passes à... Puis encore là, qui va vouloir l'acheter, c'est ça, c'est une autre affaire. Fait que ça, c'est un peu poche. Mais tu sais, moi, en tout cas, avec l'adaptateur, là, je vois pas bien de différence. Je pense pas qu'il y ait vraiment de perte de qualité. C'est juste c'est tannant parce qu'il faut quand même que tout le temps... C'est de la manutention. Ben, c'est ça. Là, fait que c'est pas, surtout, là, moi, présentement, c'est pas si pire parce que j'ai tous des objectifs monture F avec Nikon, donc pour les DSLR. Mais quand tu commences à avoir les deux, tu enlèves l'adaptateur, tu le remets, ça commence à être un peu de la merde. Ouais. Ou acheter un adaptateur pour chaque objectif, mais là, c'est pas l'idéal. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que sur les bons... nos petits spams ici, là... mais bref, je pense que ça ferait pas mal le tour pour cette soirée-là. Merci beaucoup, les gars. C'était vraiment super intéressant. C'est toujours un plaisir de vous revoir. On va aller faire un petit tour dans les commentaires. Là. Évidemment, on n'a pas pu
tout voir. Là. Je ne sais pas combien de commentaires on a eu, là, mais genre comme 540 commentaires. Là. Fait que vous comprendrez qu'on n'a pas pu passer à travers toutes les questions et tous les commentaires, mais on va aller faire un petit tour là-dedans. Merci tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on se revoit probablement à un prochain live. Là. On ne sait pas quand. On a des horaires plutôt chargés aussi, là, mais quand même, ce serait le fun de se revoir bientôt. Plaisir. Avec plaisir. Yes. Merci bon, salut tout le monde à la maison. Puis prenez soin de vous autres. Bye tout le monde. Ciao. Bye bye. Bye bye.